On est aujourd'hui à 10 écrans par foyer avec enfants. J'ai une élève qui est à 15 heures d'écran par jour. C'est un problème de santé publique. Et on sait que quelques minutes de dessin animé le matin va empêcher l'enfant de se concentrer toute la matinée à l'école. Que c'est des enfants qui ne parlent pas. Leur seul intérêt, c'est d'être sur l'écran ou sur le jeu vidéo. On peut parfois être amené à voir des choses qu'on n'a pas envie de voir. Parce qu'ils ne vivent plus qu'avec cet écran. Il faut que ça aille vite et que ça fasse plaisir d'un coup. C'est du plaisir sans effort. Vraiment, comme quelqu'un sous emprise de la drogue, on ne reconnaît plus. L'enfant devant un écran est privé de ses besoins essentiels et va développer des retards de développement. Mais même en étant conscient, ils ne peuvent plus se passer de l'écran. Quand on se rend même plus compte qu'on perd du temps précieux, du temps de vie, à ne pas utiliser notre cerveau. La fille à peine réveillée sur son téléphone, c'est moi, Léa. Oui, mais bon, là, j'avais une bonne excuse. Mon amie Alice n'avait pas répondu à mon dernier message hier soir, et c'était hyper important. Donc je vérifiais, c'est tout. Et puis, dans ma classe, de toute manière, tout le monde est déjà connecté à cette heure-ci. Alors, en plus, hier j'ai posté une vidéo. Je voulais juste voir combien il y avait de vues ce matin. Bon, ouais, c'est pas terrible. Faudra que j'en reposte une tout à l'heure. À part ça, j'ai un frère de 6 ans qui s'appelle Julien et un autre petit frère trop mignon d'1 an et demi, Paul. On s'entend tous plutôt bien. Bon, même si des fois mes parents m'énervent un peu. Il paraît que je suis scotchée à mon téléphone. Comme si pour eux c'était pas le cas. Dans l'ère numérique actuelle, les écrans ont envahi le quotidien et présentent des risques insoupçonnés sur le bien-être des enfants et adolescents. Les heures passées devant les écrans peuvent entraîner des conséquences néfastes sur le développement physique, mental et émotionnel des plus jeunes. Cette immersion digitale dans les familles devient aujourd'hui une question de santé publique et il devient urgent de regarder le problème en face. Il faut se rendre compte que l'enfant aujourd'hui ne grandit plus du tout dans le même environnement qu'il y a 20 ans. Et il y a un objet qui fait la différence, c'est l'écran. Il y avait un écran par foyer avec enfant il y a 20 ans. On est aujourd'hui à 10 écrans par foyer avec enfants. Sur la planète, il y a plus d'écrans que d'êtres humains puisqu'on est à plus de 8,4 milliards d'objets connectés dans le monde. À un moment, ces écrans-là ont une emprise qui rend la vie impossible parce que c'est une escalade. Ils ne vivent que pour ça, plus que pour ça, jusqu'à dépasser, même pour un enfant gentil, sociable, c'est fini. Contrairement à ce qu'on peut entendre, les écrans, ce n'est pas du tout une activité comme une autre, notamment pour les enfants, parce qu'ils stimulent dans le cerveau humain ce qu'on appelle l'attention réflexe, ce qu'on appelle la vigilance, dont on dispose dès la naissance. Le cerveau humain est câblé pour réagir aux points les plus marquants de l'environnement de façon réflexe et involontaire. Un bruit, un mouvement, une lumière, une couleur vive. C'est ce qui nous permet d'échapper au danger. C'est exactement cette attention que développent les écrans. C'est le contraire de l'attention focalisée, qui elle est peu présente à la naissance, qui demande un effort, qui est volontaire et que l'enfant développe de 6 mois à 4 ans, notamment grâce à ses parents, à son entourage, aux professionnels, qui vont encourager l'enfant à augmenter son temps d'attention. Et l'enfant va augmenter petit à petit sa capacité d'attention focalisée, qui est le contraire de l'attention réflexe. Il doit faire abstraction de ce qui bouge et ce qui fait du bruit autour de lui pour se concentrer sur l'activité qui ne bouge pas. Et on appelle cette attention la concentration. Plus les enfants vont passer de temps devant les écrans, qui sont à 95% pour nos enfants des écrans distractifs, ça bouge, ça fait du bruit, vidéos, dessins animés, réseaux sociaux, et moins ils pourront se concentrer à l'école. Et on sait que quelques minutes de dessin animé le matin va empêcher l'enfant de se concentrer toute la matinée à l'école. Et la deuxième caractéristique des écrans qui fait que ce n'est pas du tout une activité comme une autre et dont on doit se méfier quand on est parent, c'est que c'est addictif. Parce que les écrans offrent au cerveau humain ce qu'il adore et recherche, c'est du plaisir sans effort. Les jeux vidéo, les réseaux sociaux qui vous récompensent avec des likes, des cœurs, des j'aime, les petites comptines pour les tout petits, 24 heures sur 24 maintenant sur des chaînes spéciales bébés dédiées pour eux.
où ils vont avoir des magnifiques petits dessins animés, des jolies couleurs, des histoires, des petites musiques. Et les écrans interactifs, encore plus, qu'on dit aussi éducatifs, où avec son petit doigt, il va glisser, réussir à faire ce qu'il ne fait pas forcément dans la vraie vie, encastrer des cubes, trier, planter des choux, etc. Et quand il a fini son petit jeu sur tablette, la tablette va envoyer du plaisir à l'enfant. Waouh, bravo, recommence, continue. Des petits ballons qui se lèvent, des petites étoiles qui scintillent, des petits bonhommes qui dansent. Et tout ça, que ce soit les jeux vidéo, les réseaux sociaux, les comptines pour bébés ou les jeux éducatifs, va stimuler ce qu'on appelle le circuit de la récompense dans le cerveau. En offrant du plaisir sans effort, les écrans stimulent le circuit de la récompense dans le cerveau qui se met à synthétiser de la dopamine, le neurotransmetteur du plaisir. À force de stimuler ce système, le cerveau finit par devenir tolérant et en ressent moins les effets. Il doit en réclamer de plus en plus pour ressentir les mêmes effets, comme dans une addiction. C'est très vicieux ce système parce qu'on pense que nous aussi, comme adultes, on choisit ce qu'on fait sur Internet. En fait, il faut savoir que c'est Internet qui choisit ce que vous y faites. Parce que tout ce qu'on fait sur Internet, qu'on soit enfant ou adulte, est enregistré, capté par des méga ordinateurs à l'autre bout de la chaîne. C'est pour savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Donc si quelqu'un regarde toujours des vidéos de petits chats, on va lui envoyer toujours des vidéos de petits chats pour qu'il soit le plus possible sur l'écran, pour qu'il partage, pour qu'il revienne dessus. Et les données sont vendues à prix d'or à des annonceurs publicitaires et entre deux vidéos de petits chats, vous aurez de la publicité ciblée, là peut-être sur la nourriture d'animaux, et c'est pareil pour les enfants. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Et en fait, c'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. On vend notre temps de cerveau disponible à ces entreprises du numérique. Et donc, on comprend que c'est comme une drogue. Et même chez les petits, on a des réactions quand on enlève l'écran à l'enfant, comme un drogué, quoi. Donc les grands, c'est plutôt, ils peuvent agresser verbalement leurs parents, ils peuvent les insulter, tout casser dans la maison, voire être violents. Un déferlement, franchement, je vous assure, de violence, quoi. On ne reconnaît plus. C'est la rampe de l'escalier qui tremble, tellement la colère, le déchaînement, mais les tremblements, des larmes de rage. Et là, on perd les moyens. Hein. Moi-même, du coup, j'ai les larmes. Parce que je ne maîtrise plus. Je sais même plus. Je sais plus ce qu'il faut faire. À ce point-là, je fais quoi? J'envoie un verre d'eau froide, j'appelle de l'aide. Et du coup, non, rétrospectivement, on ne s'en remet pas comme ça. Hein. Ça dure des heures et des jours. Mais comme le lendemain, ça recommence. Et puis les tout petits, il y en a qui réagissent très bien quand on arrête l'écran. Et d'autres, ils peuvent se taper la tête contre les murs, se taper la tête contre le sol, hurler, crier, se rouler par terre, jusqu'à temps qu'on rende l'écran, ce qui peut être extrêmement compliqué pour un parent de contrôler et d'arrêter les écrans du coup. C'est vrai que depuis que maman a repris le travail, on est un peu plus livré à nous-mêmes. Du coup, oui, on passe un peu moins de temps tous ensemble. J'avoue que souvent, je préfère discuter avec mes copines que de jouer avec mes frères. De toute manière, Julien passe son temps sur son nouveau jeu vidéo. Et je préfère franchement être dans ma chambre. Au moins, là, je suis tranquille. Mon moment préféré, c'est le soir, lorsque je me couche. Avant d'éteindre, j'ai pris l'habitude de regarder une dernière fois ce qui s'est passé sur les réseaux. J'avoue que des fois, je reste un petit peu trop longtemps. La surexposition aux écrans affecte différemment les enfants de 6 à 18 ans par rapport à ceux de 0 à 6 ans. À l'adolescence, le cerveau a construit notamment le langage et la relation à l'autre. Le manque et la mauvaise qualité de sommeil sont une des résultantes d'une surexposition aux écrans. L'étude Morphée de 2020 indique que 27% des adolescents sont sur les écrans la nuit. Plus de 73% des jeunes profitent d'un éveil spontané pour se connecter sur leur portable. Et environ 26% programment même un réveil en cours de nuit. Par rapport à ce que font les 6-18 ans sur les écrans, on entend dire souvent, c'est pas le temps d'écran
qui compte, c'est ce qu'ils y font. Parce que si ils écoutent une conférence sur l'histoire ancienne, si c'est des expériences scientifiques, c'est profitable. Mais la réalité, c'est que 95% de ce que font nos enfants sur les écrans, c'est pas de l'éducatif, c'est du distractif. C'est des jeux vidéo, c'est des films, des séries et des réseaux sociaux. C'est un moyen d'information qui a beaucoup moins de filtres que la télé, par exemple. On trouve des choses qu'on ne trouverait pas ailleurs. On sait des choses en fait du monde entier qu'on ne verrait jamais ailleurs. Et je pense que c'est ce qui crée cette addiction. C'est vraiment ce lien avec le monde qui est vraiment génial, mais qui parfois peut être choquant parce que du coup ça peut être tout et n'importe quoi. On peut parfois être amené à voir des choses qu'on n'a pas envie de voir. On lui a offert un smartphone pour l'entrée en 6e. Au début, c'est vrai que l'utilisation était plutôt positive, c'est-à-dire qu'il pouvait être autonome sur ses devoirs, il a accès aux devoirs, il a accès à ses notes, et puis il pouvait prendre ses rendez-vous avec ses copains sans tout le temps passer par moi. Donc au début, c'était plutôt positif. Là où il y a eu des dérives, c'est quand il a découvert TikTok. Parce que là, le souci, c'est qu'il y passait beaucoup de temps et qu'il a fallu là régler un petit peu le temps passé sur cette application parce que c'est addictif et il voit pas le temps défiler. La jeunesse bat son plein et en fait on est mélangé avec plein de gens et donc du coup il y a ce côté réseau social qui s'impose. Tout ça a pris un essor d'un coup, tout le monde s'y est mis et donc il fallait que tout le monde fasse partie de cette chose. Je pense que sans m'en rendre compte, j'ai totalement plongé dedans, ouais. J'y suis allé de manière totalement innocente. Je pense que c'est là où j'ai signé pour de bon. À un moment, ces écrans-là ont une emprise et qui rendent la vie impossible parce que c'est une escalade pour l'enfant lui-même, pour ses copains. Ils ne vivent que pour ça, plus que pour ça, jusqu'à dépasser même pour un enfant gentil, sociable, c'est fini. C'est fini, il n'y a plus de sociabilité, c'est branché sur le jeu qui entraîne au moment où il y a une demande de ralentir, voire de stopper, un déferlement, franchement, je vous assure, de violence, quoi. On ne reconnaît plus. On accueille les élèves de CM2 pour leur présenter le collège. Ils ont déjà à 50% un smartphone et accès aux différents réseaux sociaux qui, on peut le dire, sont quand même interdits jusqu'à 15 ou 16 ans. Et ils les ont, ils les connaissent. Parfois, les parents ne savent pas s'en servir, mais eux savent s'en servir. Et à l'entrée en 6e, ils en ont quasi tous un. Il y a des parents qui nous indiquent qu'ils ont vu une différence de leur enfant dès qu'ils ont eu le smartphone, ou même, on n'en parle pas, les jeux vidéo, puisqu'ils ne communiquent plus avec la famille. Leur seul intérêt, c'est d'être sur l'écran ou sur le jeu vidéo. Et le risque pour les grands, c'est que tout ce qu'ils font est enregistré, encore une fois, les données sont captées. Et donc si un enfant, notamment dans une phase d'adolescence où il ne se sent pas très bien, commence à aller voir des contenus sur la santé mentale, la dépression, la plateforme numérique va lui envoyer que des contenus sur la dépression, le suicide. Et on sait qu'il y a une jeune fille qui s'appelle Marie, qui s'est suicidée en 2021. Les parents actuellement portent plainte contre TikTok parce qu'en analysant son téléphone, ils se sont rendus compte que TikTok lui avait adressé 10 contenus d'incitation au suicide. Donc c'est le problème des algorithmes. Plus les enfants vont regarder des contenus trash, du porno, de la violence, des tremblements de terre, des décapitations, et plus le réseau social, la plateforme du numérique va lui envoyer ce genre de contenu. Et il faut être clair. Ce qui fait le buzz sur Internet, ce n'est pas l'éloge de la beauté, du calme, d'un beau paysage. C'est ce qui crée de l'adrénaline. On a d'ailleurs, l'humain, tous, un peu fascination pour le morbide. Et si on est sur une route et qu'il y a un accident de voiture, on ne va pas s'empêcher de regarder. Et ce qui est dangereux pour les adolescents, c'est que autant ce qui est sur la télé est contrôlé par l'Arcom, on ne verra pas un viol ou une décapitation, autant sur les réseaux sociaux, on demande une régulation, mais elle n'existe pas. Et les adolescents peuvent consulter des contenus vraiment extrêmement choquants, traumatisants pour eux.
Et puis ce qu'il y a à la télé, on a une petite chance qu'il y ait d'autres personnes dans la famille qui sont dans la pièce, qui vont partager, qui vont mettre des mots sur ce qu'ils regardent. Et ce qu'il faut bien que les parents se rendent compte que ce que les enfants font sur leur téléphone, c'est loin du regard des adultes. Que ce soit la communauté éducative à l'école ou que ce soit la famille à la maison. Et donc il n'y a pas de parents pour verbaliser, pour modérer, pour avertir, etc. Et on a beaucoup d'enfants qui sont cyberharcelés, qui n'osent pas le dire aux parents. C'est entre eux qu'ils le font parce qu'ils ont honte, ils ont peur de faire du mal à leurs parents et surtout, ils ont peur qu'on leur prenne leur téléphone. C'est déjà arrivé que quelqu'un arrive avec du contenu pornographique, qu'il montre à tout le monde dans un vestiaire. Et évidemment, quand on est jeune, on n'est pas prêt à voir ce genre de choses parce que surtout, il y a un problème au collège, c'est qu'il y a un mouvement de foule tout le temps. Si on ne suit pas le courant, eh ben on va passer pour quelqu'un de différent, de moins cool peut-être. Je sais quels sont ses centres d'intérêt, donc c'est vrai que parfois il me montre, donc je vois quel type de vidéos lui sont proposées, donc c'est plutôt rassurant. En revanche, je ne peux pas contrôler le contenu et ce qu'il voit sur cette application. On ne peut pas le maîtriser, donc on ne sait pas ce qu'il voit, on ne sait pas s'il peut avoir accès à des contenus qui vont le choquer. Je ne sais pas s'il nous en parlera, si c'est le cas. Cette année, on est confronté à des situations extrêmement difficiles. Un élève en mal d'être, on a été informé par la famille. J'ai rencontré l'élève et en investiguant, en discutant avec lui, on s'est rendu compte que cet élève en mal-être, timide, introverti, avait eu accès à des espaces, à des réseaux sociaux dans lesquels on allait dans son sens et que la vie ne valait pas la peine d'être vécue. Et donc, il a voulu attenter à sa vie. Ensuite, on a eu des élèves, toute la cohorte de 5e, tout le niveau de 5e. Ils ont voulu répondre au défi Soyons 1000 sur WhatsApp. Ils ne savaient pas qui étaient les 1000 sur ce groupe. Et ils ont eu affaire à des images pornographiques. Mais quand je dis pornographique, c'est X. Ce n'est pas que la naissance d'une épaule. J'ai une élève en ce moment qui est à 15 heures d'écran par jour, hors période scolaire, à 10 heures d'écran par jour en période scolaire. Elle ne dort plus, elle s'alimente mal, elle n'a plus le goût à vivre. Donc quand on lui demande quelle orientation elle veut avoir, elle nous dit de faire ce qu'on veut, de la mettre où on veut. Quand on est jeune, qu'on commence à avoir un téléphone, on n'est pas en mesure de pouvoir savoir comment ça va nous impacter. Donc du coup, on n'est pas dans le contrôle, quoi. Les causes de mal-être sur les réseaux sociaux, elles sont nombreuses. Vous avez aussi la dysmorphie Snapchat. C'est surtout les jeunes filles qui sont atteintes de ce nouveau trouble qui n'existait pas quand il n'y avait pas de réseaux sociaux. Les jeunes filles, elles veulent ressembler aux influenceuses, youtubeuses qu'elles voient, qui ont des corps parfaits, magnifiques, des visages magnifiques, qui vivent dans des endroits magnifiques. Et donc, elles utilisent des filtres. Et toutes les jeunes filles utilisent le même filtre. Le nez aminci, les lèvres pulpeuses et elles sont maquillées avec souvent des grosses poitrines, une taille amincie. Et à force d'utiliser les filtres, elles ne peuvent plus se regarder avec leur vrai visage. Et on a des jeunes filles qu'on a hospitalisées en pédopsychiatrie et qui racontent, ou dans des services d'adolescents, qui racontent qu'elles ont enlevé tous les miroirs de chez elles parce qu'elles ne peuvent plus se regarder. Et donc ça s'appelle la dysmorphie Snapchat. Et dès qu'elles ont 18 ans, elles vont voir des chirurgiens esthétiques pour ressembler à leurs photos filtrées. Et on a aujourd'hui les 18-34 ans qui font plus de chirurgie esthétique que les 50-60 ans. Il y a une autre cause de mal-être sur les réseaux sociaux, c'est les défis sordides sur TikTok. Encore une fois, c'est beaucoup TikTok. C'est-à-dire qu'il y a plein de défis. Par exemple, vous avez le défi du foulard ou de la ceinture. Vous avez le défi de la cicatrice, où il faut se faire mal le plus d'endroits possible et on se filme et c'est à celui qui a le plus de cicatrices sur le visage. Vous avez eu récemment le challenge de la virgule. Donc un enfant est assis à l'école, un autre passe derrière lui prend la tête et tourne brusquement la tête dans un sens et brusquement dans l'autre, et avec des conséquences qu'on imagine sur la santé. Et donc on a des dizaines et des dizaines
de défis qui peuvent malheureusement aboutir au décès donc des jeunes enfants de 10 ans, de 12 ans qui se sont filmés avec un foulard autour du cou, et des fois c'est les petits frères ou les petites sœurs qui ont découvert leur plus grande sœur décédée comme ça dans la salle de bain, comme une petite Antonella 10 ans il y a 3 ans en Italie. En fait, l'enfant, il ne se rend pas du tout compte, et pour lui, de ce que ça engendre sur lui et sur son avenir. Ça a des vraies répercussions sérieuses. Et pour lui, c'est le fun absolu, et il n'y a rien de mal à faire tout ça. Et plus tu es jeune, moins tu te rends compte de l'impact que ça peut avoir sur toi. Et notre corps ne fait aucun effort. Notre cerveau ne réfléchit pas, en fait, on est en consommation constante, et je pense que c'est vraiment le plus gros problème. C'est l'accessibilité aux réseaux sociaux qui est devenue tellement facile. Et donc du coup, le fait de ne pas faire le moindre effort est devenu tellement facile au quotidien, partout, 24 heures sur 24, qu'on se rend même plus compte qu'on perd du temps précieux, du temps de vie, à ne pas utiliser notre cerveau. Même lorsqu'ils sont ensemble, ils ne sont pas ensemble puisqu'ils ont le nez plongé dans l'écran, ils ne se regardent pas, ne communiquent pas entre eux. Et d'ailleurs, on voit aussi même une perte de langage, de vocabulaire, de lexique. Aujourd'hui, j'ai pas baissé ma consommation des réseaux sociaux malheureusement. Et j'avoue que moi-même, je suis piégé à y aller sans m'en rendre compte pratiquement toutes les heures, vraiment. Et je pense que des fois, j'y vais 2 minutes. Si j'y vais 2 minutes, j'y retourne dans 10 minutes et ça me fait perdre du temps immense sur mes journées. Enfin, je sais que j'occupe une partie de mon cerveau à ne pas réfléchir, tandis que je pourrais très bien passer mon temps à aller sur Internet de moi-même, aller chercher des informations qui me plaisent plutôt que d'attendre et de regarder ce qu'on me donne en fait, sans aller chercher les informations. L'option pour toi sur TikTok, cette fonction sur TikTok va encore plus analyser les contenus que visionne l'adolescent ou le préadolescent. Et donc, en 1 heure, ils savent exactement ce que l'enfant regarde, ce que l'enfant fait, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et si l'enfant commence à regarder 1 puis 2 contenus sur la santé mentale, en 1 heure, il a déjà des posts qu'on lui donne sur la dépression, le suicide, l'incitation au suicide, et tout ça, encore une fois, loin du regard des adultes. Et ça contribue à la hausse des problèmes de santé mentale que tous les pédopsychiatres constatent chez les enfants et les adolescents. TikTok, c'est devenu l'application l'une des plus téléchargées au monde. Voilà, c'est aussi une des applications qui récolte le plus de données sur vous en tant qu'utilisateur, et pourtant on fait rien d'autre à pas regarder des vidéos et slider. Donc rien que pour ça, j'ai pas gardé cette application, j'ai décidé de la supprimer. On a regardé ensemble sur l'application le temps qu'il avait passé sur l'application TikTok notamment, puisque c'était celle-ci. Il y avait passé plus de 3 heures. Et donc là, il a réalisé qu'effectivement, c'était beaucoup. C'était beaucoup. C'est du temps qu'il aurait pu passer à échanger avec ses amis, etc., et qu'il a perdu. Donc oui, là, il a réalisé qu'il pouvait y avoir des dérives. Et là, il a compris l'intérêt du contrôle parental. Les enfants et les adolescents jouent beaucoup aux jeux vidéo. Alors c'est vrai, on a plus de garçons qui jouent aux jeux vidéo, plus de filles qui sont sur les réseaux sociaux. Et il y a un jeu qui a beaucoup de succès chez les enfants, qui s'appelle GTA, Grand Theft Auto, qui est un jeu de course de voiture, mais avec des scènes extrêmement violentes et aussi à caractère sexuel, avec des images extrêmement dégradantes pour les femmes. C'est pour ça que ce jeu est déconseillé aux moins de 18 ans. Mais quand je fais des interventions auprès des CM1, CM2, la moitié de la classe lève la main quand je demande qui joue à GTA. Et ils ne se rendent pas compte de l'incidence sur leur développement psychique, affectif et la relation aux autres. Ces jeux-là les emmènent dans des délires, ils s'identifient complètement à ça, complètement, il n'y a plus de nuances.
Comment imaginer qu'ils vont respecter les femmes s'ils maltraitent les femmes dans les jeux vidéo et s'ils passent leur temps avec la Kalachnikov à tuer tout ce qui bouge dans la rue. Donc on est très nombreux à s'inquiéter. Il y a un rapport du HCE, au comité à l'égalité hommes-femmes, qui est sorti, je crois, il y a quelques années et qui montre, en interviewant des 18-24 ans, que un quart des jeunes de 18-24 ans disent avoir eu des rapports sexuels non consentis, par exemple. Et beaucoup de jeunes femmes disent être victimes de violences sexistes et sexuelles. La pornographie, c'est dans les jeux vidéo, c'est dans les films, c'est dans ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 4 millions de sites porno dans le monde, qu'il est plus facile aujourd'hui pour un enfant d'aller sur un site porno que d'aller acheter une baguette de pain. La loi, normalement, interdit d'exposer les enfants à la pornographie, mais malheureusement, l'âge moyen d'exposition, c'est 9 ans. On dit qu'à la fin du collège, la plupart ont été exposés, et ça a des conséquences dramatiques sur leur développement psychique et affectif. Nous, on reçoit les élèves parce qu'on s'est aperçu de souffrance, et dans la discussion, on s'aperçoit que les écrans sont responsables, et là, oui, ils nous avouent qu'ils n'en peuvent plus des écrans, mais qu'ils ne peuvent plus s'en séparer. Alors on rencontre immédiatement les familles, on leur explique le mal-être de leur enfant, la difficulté de leur enfant, parce que c'est pas qu'un mal-être, c'est aussi des difficultés de mémorisation, de concentration, d'apprentissage, d'échecs scolaires, de décrochage. Et on tente de les aider, de les accompagner. On leur indique peut-être aller voir un médecin, et puis voir un addictologue pour certains, et pour remettre aussi du lien, parce qu'il n'y a plus de lien en fait entre les enfants et puis leurs parents. Ou très peu. Moi, cet objet, longtemps, j'avais envie de le passer par la fenêtre. C'est cette façon de l'utiliser. Et surtout, les enfants ont pris le dessus là-dessus. C'est ça qui est désespérant. Et tenir tête à son enfant, comment s'y prendre? On sait, mais comment on va lui censurer ça? Tu me donnes ce téléphone. Tu termines tes devoirs. Je rends son téléphone. Toi, c'est quoi que tu regardes là? Je veux pas que ton frère fasse ces trucs-là. Ça l'éloigne de tout ce dont les parents rêvent qu'il fasse. Lire un livre, participer aux tâches ménagères à la maison, sortir dehors, faire un sport, être avec les autres, venir discuter avec sa famille. Donc les écrans, à partir d'un certain âge, oui, très contrôlés au niveau des contenus, au niveau du moment et au niveau du temps d'écran. Ça donne des enfants complètement coupés du monde parce qu'ils ne vivent plus qu'avec cet écran. Chacun dans leur coin, ensemble, chacun dans leur coin. Ils ne veulent plus de la rencontre, ça ne les intéresse plus. Pour les tout petits, il n'y a aucun écran éducatif et aucun écran n'est intéressant. Parce qu'il n'y a aucune application sur écran qui sera aussi profitable pour un tout petit que n'importe quelle activité du monde réel dans l'interaction humaine. Et pour les plus grands, on voit bien qu'il peut y avoir du positif et puis du moins intéressant, mais le cerveau humain va aller vers le plaisir sans effort, pas du tout vers l'éducatif et l'instructif. Chez les petits, c'est pas si simple que ça. Parce que quand, évidemment, je demande aux parents qui viennent me voir en consultation, est-ce que vous pouvez, est-ce que c'est possible d'arrêter tous les écrans? Parce que c'est pas forcément possible. Et à ce moment-là, il faut vraiment développer de l'aide aux parents. Il faut développer tous les soutiens à la parentalité, notamment sur la gestion des écrans. C'est pas forcément simple parce qu'il y a des enfants qui font une crise d'auto-agression envers eux en se tapant la tête contre les murs. Mais pour un grand, c'est encore plus compliqué. Donc, je ne demande pas un sevrage d'écran pour les grands dans mes consultations. Je fais un planning d'écran. Les enfants qui viennent me voir avec leurs parents, il y a 12-15 heures d'écran par jour. Et j'explique à l'enfant qu'on va rééquilibrer sa vie parce qu'il ne sort plus. Il ne va plus au sport, il ne veut plus sortir au restaurant, il ne joue plus, il ne parle plus, il s'enferme. C'est vraiment un des risques des grands, c'est vraiment l'isolement. On est parti dans l'échec scolaire depuis la rentrée de décembre-janvier jusqu'aux grandes vacances. Alors il y a quand même eu psychologue dans cette période. Aujourd'hui, ils consultent quand même pour consolider, pour l'aider à accepter cette autre manière d'être. Il faut redonner aux autres activités leur place et diminuer la place des écrans. Donc vraiment, si les parents peuvent, c'est pas d'écran la semaine.
Et les écrans, c'est que le samedi après-midi et le dimanche après-midi. Et s'ils peuvent, c'est 2h30 le samedi, 2h30 le dimanche. Mais les enfants que je vois qui ont 15 heures par jour, c'est pas possible. Donc je demande à ce qu'il y ait juste le samedi matin sans écran et juste le dimanche matin. Et en parallèle, je demande à l'enfant tout ce qu'il aime faire qui n'est pas de l'écran, tout ce qu'il aimait faire ou tout ce qu'il aimerait faire qui n'est pas de l'écran. Et je demande au père et à la mère que je reçois ensemble en consultation de bien écouter ce que l'enfant aime faire pour combler ses temps d'écran par autre chose. Mes parents se sont rendus compte plusieurs fois d'affilée que je commençais à abuser des écrans et ça devient assez dangereux. Ils m'ont déjà vu utiliser mon téléphone la nuit, ils n'étaient pas d'accord, voilà, et donc ils nous l'ont fait savoir et je pense que ces leçons aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui des fois me revient en tête. Quand j'étais jeune, ça me prenait énormément la tête, mais aujourd'hui, quand je me souviens de tout ce qu'ils me disaient à cette époque-là, ouais, je suis pleinement conscient qu'ils avaient raison. Je demande aux parents que quand les enfants ont un temps sans écran dans le planning, eux aussi n'ont pas d'écran. Par contre, les enfants peuvent tout à fait regarder avec leurs parents un film en famille le samedi soir. Du moment que l'âge, il faut vérifier que l'âge du film soit en adéquation avec l'âge de votre plus petit qui regardera le film. Pareil pour les jeux vidéo. Un enfant peut jouer à Mario Kart ou à FIFA le dimanche avec son papa, du moment que l'âge soit en rapport avec l'âge de l'enfant. Et puis c'est très important que tous les écrans de la maison aient un contrôle parental. Or, seulement 15% des parents en installent un. Ils ont un contrôle parental, donc je peux surveiller un petit peu quel type d'application ils utilisent. Déjà, ils nous demandent pour installer une application, on voit le temps qu'ils y passent et on peut limiter le temps passé sur chaque application. Donc ça nous aide beaucoup. Je demande aux familles de faire une charte familiale sur les écrans. Et donc, il va y avoir des règles. Par exemple, pas d'écran à table. Mais tes parents non plus, ils n'auront pas leur téléphone à table. Pas d'écran la nuit. Et on explique pourquoi. Le sommeil est tellement capital pour l'enfant. Et puis, si tu déjoues le contrôle parental, parce que ton cerveau va essayer de le déjouer, ou tu réagis mal, tu agresses tes parents quand le temps d'écran est terminé dans le planning, alors il y a une sanction de temps d'écran en moins que tes parents auront décidé à l'avance. Et c'est la seule façon pour les parents de garder le contrôle sur les écrans, sinon c'est quasiment impossible et les parents s'épuisent à essayer de gérer les écrans. C'est une source de conflit dans les familles, de tension. Et les parents me disent, quand on arrive à gérer les écrans, de nouveau on se parle, les enfants jouent entre eux, on a beaucoup plus de temps entre nous et c'est capital ce temps en famille. Afin de revenir à une consommation raisonnée des écrans, la psychologue Sabine Duflot propose une méthode simple et qui concerne tous les âges de la famille, les 4 pas. Pas d'écran le matin avant de partir à l'école, pas pendant les repas, pas dans la chambre de l'enfant et pas avant de se coucher. Ce nouveau rythme à adopter permettra à l'enfant et l'adolescent de focaliser son attention sur autre chose, de trouver d'autres centres d'intérêt et de développer sa sociabilisation et sa pensée, et de recentrer l'intérêt premier de la nuit, le repos. Les parents, on voit bien, ont un rôle beaucoup plus difficile aujourd'hui que quand il n'y avait pas les écrans. C'est compliqué d'être parent, mais alors on leur a rajouté quelque chose. Les écrans ont envahi les familles et c'est extrêmement compliqué pour les parents. Après, ils se retrouvent souvent démunis pour les gérer. Donc pour les tout petits, vraiment, les parents peuvent trouver déjà de l'aide dans leur entourage. S'il y a une grand-mère qui élève des chefs dans le Larzac, il n'y a pas de Wi-Fi, zone blanche, eh bien on va passer un mois en vacances pour recréer la relation d'attachement, découvrir le monde en 3 dimensions réelles avec tous ses sens et toute sa consistance. Et puis au niveau des professionnels, il ne faut pas hésiter, notamment dans le département du 77 qui est pilote sur cette question, à vous diriger et solliciter la PMI, la protection maternelle et infantile, qui développe un programme notamment de développement de consultations spécialisées avec des puéricultrices que je vais former sur les enfants de 0 à 6 ans. Et puis pour les grands, mais il y a des services de pédopsie, il y a des services d'addictologie, il y a des services de soutien à la parentalité, notamment dans les villes, je pense au PRE, Programme de réussite éducative. Donc dirigez-vous vers tous les professionnels qui ont comme spécificité de soutenir les familles, notamment à domicile des fois. Et puis tournez-vous vers tout ce qui peut être offert pour vos enfants. Ça peut être la ludothèque, la bibliothèque, des colonies de vacances sans écran quand on est adolescent. N'hésitez pas, il y a des groupes de parents qui sont en train de se former, des groupes d'enseignants qui sont en train de se former pour alerter, mobiliser. Pour accéder à ces consultations de puéricultrices expertes en santé numérique et infantile, les parents peuvent appeler
le service de PMI de leur secteur d'habitation. Alors, plusieurs partenaires seront aussi informés de ces consultations puéricultrices, dont les écoles du canton de la PMI, et puis les psychologues, les médecins traitants. Voilà, on va en tout cas diffuser cette information à large spectre pour que tous les partenaires puissent orienter les parents quand ils rencontrent des difficultés de cet ordre-là. On a beau être conscient de ce qui se passe, et de la vitesse à laquelle les choses évoluent, on n'est pas dans la maîtrise, on est les premières victimes, il faut laisser une place à la vraie vie de temps en temps. Et puis un jour, mes parents en ont eu marre, on ne se parlait presque plus. J'étais devenue complètement accro aux réseaux sociaux. Je passais des heures à scroller sans but et à guetter les likes sur mes vidéos. Et puis c'est vrai que je ne jouais plus autant avec mes frères qu'avant. Chacun était absorbé par son propre monde virtuel. Alors, on a décidé de faire des efforts, tous ensemble, chacun à notre niveau. C'est sûr, au début, ça n'a pas été facile. Les vieux réflexes étaient difficiles à oublier. Et puis, il y avait des moments de frustration, et même de colère. Mes parents ont instauré des règles pour limiter le temps passé sur les écrans. Et oui, petit à petit, les choses ont changé. On se parle plus, on fait des activités qui nous plaisent, on joue ensemble. Finalement, ce qui a été le plus difficile, c'est de prendre conscience de tout le temps précieux qu'on a perdu, chacun isolé derrière nos écrans. Aujourd'hui, c'est clair que oui, je suis reconnaissante à mes parents d'avoir fait ce choix de nous rapprocher, même si ça nous a demandé des efforts. Et chaque jour, on s'efforce de préserver cette précieuse connexion, conscient du temps qu'il nous reste à partager ensemble. You're seeing through a single eye. You're missing half of what this world looks like. In a sea that only feels half tide. There is more, and I know that it's yours and mine. But this is only a measure. It can only get better. It can only get better. And this is only a measure. It can only get better. It can only get better. This is only